Acrimed, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un observatoire des médias. On observe les médias, on a un regard critique sur eux, on fait aussi des propositions de transformation de ces médias. Pourquoi les voix hétérodoxes, les voix un peu contradictoires, les voix critiques à l'égard du libéralisme ne sont pas audibles ou sont peu audibles? J'avais vraiment envie de démarrer cette introduction par l'extrait d'un éditorial de Christophe Barbier dans l'Express, un éditorial qui avait été rédigé à la gloire d'Emmanuel Macron, et il proposait une idée très originale, vous allez voir, la mise en place d'un septennat pour les fonctionnaires. Je le cite: « Sans réforme de l'État, il n'y aura pas de redressement de la France. Et sans modification du statut des fonctionnaires, il n'y aura pas de réforme de l'État. Au cœur de ce statut, la sécurité de l'emploi semble une protection, elle est en fait une prison. Malgré la peur du chômage, être à vie enseignant, policier ou inspecteur des impôts n'est pas une perspective réjouissante, même s'il s'agit de métiers à vocation. Il est donc nécessaire de mettre un terme à cette perpétuité, coûteuse pour le pays comme pour les individus. » Alors, en lisant ça, on a une envie subite de démocratie. Au nom de la démocratie, il faudrait donc interdire aussi à Christophe Barbier de s'exprimer, de laisser la place aux autres. Il faudrait lui dire, pourquoi pas, après un septennat pour les fonctionnaires, un quinquennat pour les éditorialistes. Donc on voit, les bonnes idées, plus sérieusement, ne manquent pas pour réduire la dette de l'État, pour stimuler le marché du travail, et dès qu'il est question d'économie, d'inégalité, de social, eh bien on trouvera toujours un chroniqueur, un éditorialiste joyeux pour expliquer chaque fois que la mondialisation est heureuse, que l'euro est une belle monnaie, que l'État est un vieil ogre trop gourmand, qu'il faut payer moins d'impôts, etc. En bref, que le libéralisme économique, c'est le nirvana. Alors, durant les 30 glorieuses, les idées de gauche, les idées plutôt keynésiennes étaient plus présentes dans les cercles de pensée, à l'université, dans les partis politiques, et même dans les partis politiques de droite. L'intervention étatique était plutôt perçue comme un véritable facteur de croissance. C'était aussi une époque où le Parti communiste était puissant, avait ses intellectuels, etc. Le premier véritable changement fut la victoire des idées libérales, voyant des économistes comme Friedman, comme Hayek, occuper le devant de la scène intellectuelle, et cela a coïncidé avec un succès politique, le succès politique des conservateurs, Thatcher, Reagan, et puis avec la disparition évidemment aussi de l'Union soviétique. Le libéralisme économique mondialisé s'est ensuite renforcé au lendemain du premier choc pétrolier, et puis après dans les années 80-90, avec une financiarisation sans limite de l'économie, avec l'ouverture des frontières sans aucune limite aussi. Le coup de grâce a été porté par la mise en place d'institutions internationales du type le FMI, l'OMC, etc., qui ont été créées par les États, préférant leur déléguer les responsabilités et leur souveraineté. En fait, le capitalisme, à ce moment-là, avait définitivement gagné. Ça s'est ressenti aussi dans les médias. Et là aussi, je vais juste vous donner une petite citation qui est amusante, celle de Franz-Olivier Gisbert, qui, il y a quelques années, bon, ça commence à dater, mais qui disait au micro de France Inter, il disait « Je pense que tout propriétaire, sous-entendu de médias, tout propriétaire a des droits sur son journal. Il a, lui, le vrai pouvoir. Vous parliez de mon pouvoir de journaliste ? Enfin, mon pouvoir, excusez-moi, c'est une vaste rigolade. Les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Ça, c'est le vrai pouvoir. Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. » Alors, pour terminer cette petite introduction, que pouvons-nous dire ? Il existe un raz-de-marée idéologique qu'il est très difficile de stopper, qui est très difficile de contrer. En termes d'espace, on peut dire que les défenseurs du libre-échange, du libéralisme économique sont un peu partout. Et en termes de langage, de discours,
il semble difficile de proposer une autre version des faits, une autre lecture de l'histoire, une autre analyse. Pour le dire autrement, un point de vue plus hétérodoxe. Alors, le combat à mener, à mon sens, doit se faire sur deux niveaux. Le premier, c'est informer sur l'information, déconstruire la production de l'information, critiquer aussi les médias. C'est ce que fait Acrimed. Mais il faut aussi contre-informer. Il faut former des citoyens. Il faut diffuser par d'autres canaux des idées plus progressistes, critiques à l'égard du marché. C'est le rôle des journalistes qui tentent de bien faire leur travail, mais c'est aussi parfois le rôle de certains partis politiques, de syndicats ou d'organisations comme Attac ou comme toutes celles qui aujourd'hui organisent, animent cette soirée. Je pense que lancer l'alerte, ça fait pas un super CV, hein, mais je vais quand même vous le raconter brièvement. Donc j'ai fait une école de commerce et je lisais Alternative économique. Donc c'est vrai que ça, quelque part, ça a quand même favorisé une forme de citoyenneté ou d'analyse de certains enjeux. Mais en tout cas, voilà, j'ai été formé à l'audit comptable, à la certification des comptes des entreprises, et j'ai commencé ma carrière professionnelle dans un de ces 4 grands cabinets d'audit qu'on appelle les Big Four. Et j'ai commencé à travailler au Luxembourg, comme de très nombreux Lorrains. Je suis Lorrain, et voilà, j'étais essentiellement préoccupé par mon employabilité. Enfin, je pense que voilà, je suis né dans une période de chômage de masse. Je n'ai jamais connu que ça, et ça me paraît pas si honteux quand on est jeune en France d'être préoccupé par son insertion professionnelle. Donc voilà, j'étais très heureux de trouver mon premier emploi au Luxembourg, en plus assez bien rémunéré. J'étais très content. Mais voilà. J'y ai travaillé 2 ans, et au cours de cette activité professionnelle, j'ai pris conscience de certaines choses, de certains dysfonctionnements qui m'ont vraiment heurté, qui m'ont scandalisé. J'en reviendrai tout à l'heure un peu plus en détail sur mes motivations, mais voilà, en tout cas, cette prise de conscience progressive en tant qu'auditeur, donc qui voyait vraiment le cœur du système au Luxembourg, m'a conduit à démissionner, parce que j'avais plus de motivation suffisante pour exercer dans ce milieu professionnel. Et il se trouve que la veille de ma démission, j'ai trouvé un dossier informatique contenant des centaines d'accords, représentant des milliers de pages. Donc c'était des accords appelés tax ruling ou rescrit fiscal en français, qui sont en fait des décisions fiscales anticipées, donc validées par l'administration fiscale luxembourgeoise, et qui permettaient aux multinationales présentes au Luxembourg de payer un niveau d'impôt extrêmement faible, et avec voilà, l'intermédiaire de ces grands cabinets d'audit qui faisaient l'intermédiaire entre ces multinationales et l'administration fiscale luxembourgeoise, et avec une grande complaisance dans la fiscalité, dans la manière dont elle était appliquée. Et donc moi j'ai copié ces documents qui étaient extrêmement confidentiels, qui n'étaient même pas connus des États membres partenaires du Luxembourg. Donc j'ai copié ces documents, je les ai confiés à un journaliste, Édouard Perrin, qui en a fait... donc cette démission remonte à 2010, je les ai confiés à un journaliste qui en a fait une émission Cache Investigation en 2012, Édouard Perrin. Et ensuite, le Consortium international de journalisme d'investigation, l'ICIJ, a obtenu ces documents, et en 2014 a sorti ce qu'on appelle les Luxembourg Leaks, donc avec un retentissement assez important. Donc voilà, c'est le consortium qui s'est fait connaître par la suite par les Panama Papers et par plus récemment les Paradise Papers, et donc voilà, il y a une force de frappe avec des dizaines de médias partenaires dans le monde entier, donc et une histoire qui est parue quelques jours après l'arrivée de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne, donc qui a donné un peu de croustillant à cette affaire. Bon, alors il y a eu un certain nombre de répercussions, tant judiciaires que politiques. Je vais y revenir dans un instant, mais tout d'abord, je voulais quand même développer un peu mes motivations à avoir agi de la sorte. Effectivement, comme je lisais Alternative économique, j'étais parfaitement conscient que voilà, le Luxembourg pratiquait l'optimisation fiscale, ou en tout cas avait une fiscalité relativement accommodante, et c'était effectivement un secret de polichinelle. Par contre, ce que j'ai découvert et que je soupçonnais pas, que j'ai découvert sur place, c'est l'agressivité de ces pratiques. C'est-à-dire que voilà, j'ai constaté moi-même des cas j'ai audité des comptes d'entreprises sans salariés, sans chiffre d'affaires, donc avec
aucune activité économique réelle et qui pourtant par voilà cette présence très artificielle au Luxembourg parvenait à transférer des bénéfices qui n'étaient taxés. Alors moi, les cas que j'ai vus, c'était 3%. Moi, ça m'a choqué. Et après, dans les documents que j'ai copiés, les journalistes ont trouvé des situations encore avec des taux effectifs d'imposition bien inférieurs à 0,05%. Je crois que c'est ça le minimum qu'on a trouvé. Donc autant dire zéro, quoi. Et donc déjà ce niveau d'agressivité de ces pratiques fiscales, déjà je le soupçonnais pas, et puis non plus je ne soupçonnais pas cette ampleur des pratiques. C'est-à-dire que moi, les clients que j'avais en tant qu'auditeur, c'était quasiment que ça. Que des entreprises, des multinationales qui ne venaient au Luxembourg que pour des raisons fiscales. Alors l'activité économique du Luxembourg ne repose pas que là-dessus, il y a quand même encore un peu d'industrie, il y a un peu de services financiers légitimes, voilà, ça existe aussi, mais n'empêche que là j'étais quand même, j'avais la sensation que toute multinationale de la planète avait intérêt à avoir sa coquille vide au Luxembourg pour optimiser un peu ses impôts. Donc voilà, ces deux caractéristiques, agressivité, ampleur, j'avais quand même pris conscience de quelque chose. Et puis par ailleurs, voilà, il y avait l'extrême complaisance de l'administration fiscale, puisque le préposé au bureau des impositions numéro 6, voilà, qui tamponnait l'ensemble de tous ces accords, hein, c'est la même personne qui tamponnait tout, parfois en quelques minutes. Il a reconnu lui-même dans une interview qu'il n'avait aucun moyen à sa disposition pour vérifier la correcte application des règles fiscales avant de donner son approbation. Donc là, il y avait quand même manifestement quelque chose qui clochait, quoi. Et après, bon, il y a effectivement tout quelque chose de profondément scandaleux dans l'optimisation fiscale. Je pense que c'est une argumentation que vous connaissez tous, j'y reviens que brièvement, mais déjà la distorsion de concurrence, voilà pourquoi ces grandes multinationales ne payent quasiment pas d'impôts alors qu'elles sont en concurrence avec des PME qui payent, elles, 33% d'impôts si elles arrivent à faire des bénéfices. Je veux dire, le libraire du coin de la rue, il souffre de plein fouet de la concurrence d'Amazon, et c'est pas sûr qu'il ait même la chance de payer ces 33% d'impôts. Bon, après, voilà, il y a toute une gamme d'arguments. Ces multinationales utilisent elles-mêmes les services publics auxquels elles devraient contribuer. Elles ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, elles ont besoin d'un système de santé qui va soigner leurs salariés. Donc pourquoi ne contribuent-elles pas tout simplement même de manière marchande, hein, je veux dire, elles utilisent un service, elles devraient y contribuer. Mais voilà, au Luxembourg, en tout cas, ça donnait l'impression que c'était pas le cas. Et puis par ailleurs, quand j'ai copié ce document, en 2010, on était dans un contexte d'austérité effroyable, avec des mesures extrêmement sévères, notamment en Grèce, et effectivement, il y a une injustice totale et un lien évident entre le fait que les finances publiques soient dans une situation extrêmement difficile et le fait que les multinationales ne contribuent que très peu aux recettes fiscales. Donc voilà, cet éventail de motivation m'a conduit à agir de la sorte, et avec également un impact sur les finances publiques qui est encore plus fort sur les pays du Sud. Hein. Là, on parle d'inégalité, mais c'est également, voilà, à l'échelle mondiale. On imagine bien que les moyens à disposition des pays en développement pour collecter l'impôt sont plus limités, et ces pays subissent certainement également une pression bien plus forte de ces investisseurs pour prendre des mesures accommodantes envers les multinationales. Bon. Et quel est l'impact en termes d'inégalité de ces pratiques fiscales ? Je veux dire, bon, déjà, effectivement, ces pratiques fiscales bénéficient aux actionnaires des entreprises qui en profitent. Donc déjà, on peut supposer que ces actionnaires sont par nature des personnes plutôt fortunées. Et hasard un peu heureux pour eux, c'est que souvent, ces personnes qui ont un grand patrimoine ont de fortes chances également de placer leur argent dans des obligations d'État, et donc vont financer quelque part l'endettement des États, voilà, qui pourtant s'endettent justement parce qu'elles n'arrivent pas à collecter cet impôt du fait de ces pratiques fiscales. Donc là, il y a un peu un serpent qui se mord la queue, un cercle qui est vertueux pour ces investisseurs, mais vicieux pour le contribuable. Donc déjà, voilà, ça a tendance à accentuer les inégalités à ce niveau-là, et puis les impôts servent avant tout à des politiques publiques qui bénéficient prioritairement à ceux qui en ont le plus besoin. Donc voilà, si on ne peut plus mener ces politiques publiques, c'est évidemment les inégalités qui s'accroissent.
Voilà, pour passer aux répercussions de cette affaire, il y a eu quelques répercussions politiques. Donc ces documents ont alimenté des enquêtes de la Commission européenne qui ont conduit à des condamnations, certaines au Luxembourg, donc Fiat et Amazon plus récemment. Et par ailleurs, voilà. Donc en fait, la Commission européenne n'enquête sur ces sujets-là qu'au regard des règles de la concurrence. Pour elle, ce qui pose problème, c'est une distorsion de concurrence. C'est pourquoi on accorde des avantages à certaines multinationales et pas à toutes. C'est un peu l'angle par lequel on prend le sujet. Après, bon, c'est lié au domaine de compétences de l'Union européenne. Et en tout cas, voilà, c'est déjà bien qu'il y ait eu certaines condamnations. Et par ailleurs, une autre répercussion au niveau européen, ça a été l'introduction de l'échange automatique d'informations sur les tax rulings. Donc auparavant, ces décisions fiscales étaient prises en toute confidentialité. Ce que faisait le Luxembourg n'était pas connu de Bercy ou de l'Allemagne et de tous les voisins européens. Donc maintenant, il y a un échange automatique d'informations. Donc c'est quand même déjà un petit pas, mais qui a été franchi. On peut regretter toutefois que la Commission européenne ne fasse pas partie du circuit de l'échange, et pourtant c'est elle qui mène des enquêtes. Donc c'est un peu regrettable, mais c'est ainsi. Et enfin, les LuxLeaks ont contribué à relancer l'harmonisation fiscale de l'impôt sur les sociétés, donc l'ACCIS, pour assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. C'est un projet qui est dans les cartons depuis très longtemps, qui a été relancé déjà depuis quelques années. C'est très lent, il y a beaucoup d'inertie. Et en tout cas, pour l'instant, ce qui se profile, c'est une harmonisation en 2 temps. Donc, on commence par harmoniser l'assiette et on consolidera peut-être plus tard. Et en tout cas, en attendant de consolider, on prévoit un mécanisme de compensation. Donc, sans rentrer dans trop de détails, j'ai l'impression que ce qui se profile pour le moment, c'est une harmonisation qui se fait au détriment des recettes fiscales, donc l'objectif risque de ne pas être atteint. Mais en tout cas, voilà, cette harmonisation fiscale, c'est quand même l'arme de guerre contre ces pratiques d'optimisation fiscale. Parce que pour l'instant, la fiscalité repose sur le bon vouloir de chaque État membre. C'est un système fiscal national. Et donc, par nature, il y a des failles. On va jouer des incohérences, des distorsions d'un système fiscal à l'autre. Et donc, c'est vraiment par cette harmonisation qu'on peut colmater plus efficacement ces brèches. Il y a eu également des répercussions judiciaires à cette affaire. Donc, j'ai été inculpé, ainsi que Raphaël Allais, l'autre lanceur d'alerte qui a également soustrait des documents à ce cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, et également le journaliste Édouard Perrin, qui a fait les premières révélations dans le cache d'investigation, a aussi été poursuivi. Donc il y a eu un premier procès, puis un procès en appel, au cours desquels le journaliste a à chaque fois été acquitté, les lanceurs d'alerte condamnés. Donc moi j'ai été condamné la première fois à 1 an de prison avec sursis et en appel à 6 mois de prison avec sursis. Et nous nous sommes pourvus en cassation. L'audience a eu lieu la semaine dernière et on attend une décision début janvier. L'optimisation fiscale en Europe continue d'exister, ça n'a pas changé le fonctionnement de l'Europe, ni de la mondialisation, mais en tout cas il y a quand même eu quelques répercussions concrètes, et en soi c'est déjà énorme. Je veux dire, moi j'étais juste un simple salarié indigné, j'espérais au mieux sensibiliser, informer quelques citoyens qui s'intéressent à ce sujet-là, faire un peu de sensibilisation, peut-être susciter un débat public, mais le fait qu'il y ait des décisions au niveau européen pour changer la donne, c'est quand même extraordinaire. Donc en soi, et ça a été reconnu y compris par le tribunal, par la cour d'appel. Donc je veux dire, l'intérêt public est reconnu, mais malgré tout, il y a des condamnations et des peines. Alors, ça montre l'intérêt et la nécessité de mieux protéger les lanceurs d'alerte. Alors, en quelques mots, il y a la loi Sapin 2 qui a été adoptée en France il y a quelques mois, qui est certainement perfectible, critiquable, mais en tout cas qui constitue quand même une très grande avancée, puisque jusqu'à présent il y avait des dispositifs très morcelés, très incohérents d'un secteur d'activité à l'autre, et maintenant il y a une définition globale du lanceur d'alerte, et avec quand même des dispositions relativement bénéfiques pour les lanceurs d'alerte.
Donc là, moi, pour l'instant, je me prononce, voilà, je donne le bénéfice du doute, attendons de voir comment cette loi sera appliquée. Et après, par contre, l'actualité, aujourd'hui, elle est au niveau européen, avec la nécessité d'adopter une directive européenne. Et donc, voilà, le Parlement pousse en ce sens depuis déjà un certain temps, et plus récemment avec l'adoption d'un rapport qui est quand même très, très encourageant et assez ambitieux. Et pourquoi une action au niveau européen ? Parce que les lanceurs d'alerte, leur définition, c'est qu'ils défendent l'intérêt général. Mais seulement l'intérêt général peut être très différent selon l'endroit où on se place. Je veux dire, critiquer l'industrie nucléaire en France, on peut considérer que l'industrie nucléaire est un intérêt national, et voilà, ce ne sera peut-être pas considéré par les autorités françaises comme la défense de l'intérêt général. On peut dire pareil des intérêts viticoles, on peut dire pareil de l'industrie automobile en Allemagne, on peut dire, voilà, on l'a vu avec Volkswagen, enfin voilà, il y a des tas d'exemples. Voilà, c'est pour ça que c'est quand même bien d'avoir une vision européenne de ce que peut être l'intérêt général, et c'est pour ça, à mon avis, la principale raison d'agir au niveau européen, mais il y en a certainement d'autres. Voilà, je voudrais juste peut-être conclure en disant que les lanceurs d'alerte, c'est avant tout des citoyens et des salariés ordinaires, et que voilà, la citoyenneté ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Je veux dire, c'est... Dans un système démocratique, nous sommes censés avoir le pouvoir, et ce pouvoir, il se meurt si on l'exerce pas, quoi. Et là-dessus, il y a aucun complexe à avoir. Souvent, on peut être intimidé à se dire, voilà, moi je suis pas expert, c'est pas mon domaine de compétences, et puis. Voilà, à promouvoir des alternatives, souvent on me dit mais oui, mais le réalisme, voilà, regardez la réalité des choses, on ne peut pas faire autrement. Mais là, moi j'ai quand même envie maintenant de retourner les choses, c'est-à-dire que on est quand même dans un système économique qui n'est pas viable. Je veux dire, on en a la preuve tous les jours par un niveau d'inégalité qui n'est pas soutenable, par des menaces très nombreuses, très diverses, et qui montrent que ça ne peut pas durer très longtemps. Donc je veux dire, c'est continuer qui n'est pas réaliste. Et donc, à mon avis, il faut vraiment se décomplexer totalement et y aller dans la proposition, quoi. Dans l'action citoyenne, dans la résistance, on peut y aller sans complexe. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a deux leviers d'action. Mettre la pression sur les élus, hein, c'est ça, voilà, dans un système de représentation, il faut le faire. Il y a des associations qui sont là pour faire du plaidoyer, et malgré toute l'opinion qu'on peut avoir sur la représentation politique, il y a quand même des élus de bonne volonté, et faut les accompagner. Donc ça, c'est l'action politique, et après il y a aussi l'action plus individuelle, donc exercer sa citoyenneté par des actions de désobéissance, comme lancer l'alerte si on a accès à des documents confidentiels, mais aussi promouvoir des alternatives. Parce que là, j'ai quand même l'impression, par la répétition des scandales, que à chaque scandale, on colle une rustine pour essayer de réparer le problème. Mais là, je veux dire, il y a un moment où on peut sincèrement se poser la question, est-ce que le système est réparable ? Enfin, moi, je trouve avec les Paradise Papers, là, où on se dit, mais voilà, enfin, on a apporté plusieurs réponses au niveau européen, au niveau de l'OCDE avec le plan BEPS, et on voit l'inefficacité de ces mesures, quoi. Et quelque part, je me dis que en parallèle de ces remèdes politiques dont on voit l'inertie et la relative inefficacité, il est quand même grand temps de développer des alternatives, et en tant que citoyen, voilà, aller fréquenter le libraire indépendant plutôt qu'Amazon, et c'est qu'une piste parmi bien d'autres. Précision, ce que je soutiens à boycott officiellement, et je voulais faire cette précision si elle n'avait pas été faite. Par ailleurs, je voulais juste revenir sur l'inconscience politique des inégalités. Moi, je pense qu'il y a une parfaite conscience de la situation, c'est juste que c'est pas la priorité, quoi. Et c'est à la fois partagé par les élus, mais par leurs électeurs aussi. On voit très bien. Oxfam a diffusé un visuel qui a été très largement partagé sur l'effet du budget 2018 français sur les inégalités. Et manifestement, voilà, c'est ça le produit des élections. Et voilà, c'est pas la priorité des gens, quoi. Les gens votent pour la suppression de l'ISF, pour
enfin voilà, je vais pas faire le trop de politique franco-française, mais bon, et je voudrais revenir aussi sur l'argument de l'emploi, parce que ça me paraît quand même essentiel. C'est l'argument qui clôt tout débat, quel que soit le sujet. Et là, on l'a eu sur le boycott. Voilà, pourquoi pas boycotter, mais après, qu'est-ce qu'on va faire des pauvres salariés qui sont concernés? Moi, franchement, j'ai pas trop de scrupules sur le sujet. Je pense que tout simplement, ces grandes entreprises, je veux dire, qui pratiquent l'optimisation fiscale, qui sont responsables d'un certain nombre d'inégalités, etc., sont des entreprises extrêmement productives. C'est-à-dire que pour atteindre un même niveau de production, elles emploient moins de salariés. Et je veux dire, si cette même demande est répondue par des PME, on est gagnant en termes d'emploi. Quand vous achetez vos livres chez un libraire indépendant, ça fait plus d'emplois que si vous les achetez chez Amazon. Parce que voilà, Amazon est hyper efficace. Je veux dire, c'est des robots, c'est des salariés payés à coups de fouet, etc. Je prends toujours les mêmes exemples, mais ça marcherait aussi avec Apple, Ikea, McDo, tout ce dont on a parlé avant, quoi. Je vous remercie.